U.S. opposition to this resolution will come as no surprise. Je voudrais commencer ma déclaration lors de cette 10 millième séance du Conseil de sécurité en présentant mes excuses au peuple de Palestine et notamment de Gaza, en présentant mes excuses à celles et ceux qui ont les yeux rivés sur le Conseil de sécurité aujourd'hui. Nous, Algériennes et Algériens, nous vous entendons. Chères sœurs palestiniennes, chers frères palestiniens, pardonnez-nous, notamment à Gaza. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'échiquier international. Comme nous venons de le voir amèrement, les États-Unis ont pour la énième fois utilisé leur droit de veto contre un cessez-le-feu à Gaza, décidant ainsi par cette action de prolonger la souffrance des Palestiniens et leurs martyrs. Par un geste, tout aurait pu s'arrêter hier au Conseil de sécurité. Un seul geste, ne pas lever la main pour que toute cette guerre contre Gaza s'arrête, mais il en a été décidé autrement. L'Algérie a réagi et dénoncé ce veto, une autre arme politique pour achever les Palestiniens. Nous en parlons tout de suite et ce soir avec nos deux invités que nous découvrons à l'instant. Alors, nous rejoint pour l'échiquier international Badis Nissa, analyste des questions internationales. Badis, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci. Brigitte Jeannot, avocate au barreau de Nancy. Vous êtes également membre de l'association France-Palestine Solidarité en direct de Paris. Brigitte Jeannot, bonsoir. Bonsoir, de Nancy. De Nancy, tout à fait. Alors, oui, la précision est de taille. Badis Nissa, pour commencer, le monde vient a assisté hier, impuissant, en direct de l'hémicycle des Nations Unies à la condamnation à mort pour la énième fois. Je dis condamnation à mort parce que de toute façon, ce veto américain qui a été utilisé par la représentante des États-Unis au sein de des Nations Unies et qui vient au secours de la horde sioniste, un veto, une carte blanche finalement pour poursuivre le carnage contre les Gazaouis. Malheureusement, effectivement, nous avons assisté hier à un épisode diplomatique fort regrettable, mais surtout qui n'honore pas l'humanité, qui n'honore pas les principes humanistes, notamment, qui devraient être aux côtés d'un peuple aujourd'hui martyrisé, un peuple affaibli, un peuple qui subit tous les affres, d'abord de la colonisation, mais également d'un génocide orchestré avec des leviers comme la famine, des leviers comme aussi l'aide humanitaire qui est devenue un levier de guerre. Permettez-moi de dire effectivement que nous avons assisté hier malheureusement à un harakiri, notamment de l'humanisme, un harakiri aussi de la crédibilité et de la légitimité de ce Conseil de sécurité qui a démontré effectivement son impuissance, son inefficacité, mais surtout aussi son action amorphe et aphone face à une voix, pourtant une voix stridente, notamment du peuple palestinien et aussi des porte-voix du peuple palestinien. Vous l'avez évoqué effectivement avec la posture indéfectible, inaliénable de l'Algérie aux côtés des peuples opprimés et aujourd'hui qui subissent qui plus est un génocide à ciel ouvert, documenté qui plus est. Donc hier, effectivement, nous avons assisté, je persiste et signe parce que je l'avais effectivement cité sur votre plateau précédemment, nous avons assisté à une vétoisation du génocide, tout simplement. Nous avons assisté à une immunisation, notamment du génocidaire. Nous avons assisté à une impunité des sanguinaires, notamment Netanyahou et ses sbires. Nous avons assisté également à une entrave, un obstacle, à une bouée de sauvetage au peuple de Gaza. Nous avons aussi assisté, vous l'avez dit à juste titre, à un blanc-seing, notamment pour Netanyahou et son projet pernicieux, non pas pour Gaza ou la Palestine occupée, mais plutôt pour le grand Israël chimérique. Et c'est ça dont il est question. Nous avons assisté enfin à une double peine, à une profanation du droit international et une profanation du droit le plus ultime, le plus fondamental, le plus inconditionnel qui est celui d'un peuple opprimé qui souhaite sa survie, qui souhaite vivre indépendant et libre. Oui, vous avez raison de le dire, Badis Nissa. C'est une double condamnation parce que finalement, Israël est en train de tuer sur le terrain. Les États-Unis
eux, avec leur veto, sont en train de conforter ces assassinats et ces meurtres et ce carnage par la politique. Brigitte Jeannot, alors il faut dire que le projet en lui-même réclamait la fin des restrictions de l'aide humanitaire, exigeait un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle, je vais dire, des otages. Parce que les otages, il en existe pendant des années, 70 ans déjà, dans les geôles palestiniennes. Mais on va rester sage aujourd'hui. Hein. On va dire des otages. Alors, est-ce que ce n'est pas ce que demande finalement l'entité sioniste, la libération des otages? Alors, pourquoi ce veto vient-il bloquer? Est-ce que ça veut dire que finalement, ce n'était pas réellement une revendication, mais juste un prétexte pour poursuivre la guerre? Exactement. Pour poursuivre ce génocide en cours, eh bien, une nouvelle fois, les États-Unis donnent un permis de tuer à Israël dans des conditions qui sont absolument mais inimaginables, qui sont devenues d'une telle inhumanité. On assiste à un véritable délitement moral du monde avec ce blanc-seing qui est donné à Israël, notamment par les États-Unis, alors que les États-Unis, aujourd'hui, ont les moyens de faire arrêter immédiatement ce génocide en cours, en arrêtant d'apporter un soutien militaire, d'apporter un soutien politique, un soutien diplomatique à l'ONU. Je rappelle que c'est la 42e fois que les États-Unis utilisent leur veto donc pour protéger Israël et lui permettre de continuer ses activités génocidaires qui rendent le monde totalement impuissant nous sommes tous honteux et vraiment en colère de la situation actuellement à Gaza. Ben justement, parlant de colère, Brigitte Jeannot, Badistre Nissa, il semblerait que ce vote, donc le seul veto, c'était celui donc des Américains, 14 voix pour justement un arrêt et un cessez-le-feu immédiat, ce qui n'était pas le cas. Alors, ça a rendu quand même, il faut le dire, hein, parce que ce n'est pas avec la bénédiction des membres de l'ONU, encore moins du Conseil de sécurité, les membres du Conseil de sécurité, qui, justement, ont exprimé cette colère. L'Algérie en faisait partie, puisque l'Algérie, par la voix de son ambassadeur et de son représentant permanent auprès des Nations Unies, a exprimé et a même été très loin en disant pardon à tous les Palestiniens pour cette impuissance, pour cette incapacité à faire arrêter le carnage. Et une solution politique, et clairement, c'est qu'une solution politique qui s'impose, notamment dans ce cas de figure, notamment sur la cause palestinienne, et non pas une solution militaire comme sont à croire et à penser Netanyahou et bien évidemment ses soutiens indéfectibles de l'Occident, directement, indirectement. Mais pour une solution politique, il faut deux acteurs, deux protagonistes, deux belligérants, à savoir l'entité sioniste et les territoires occupés, les Palestiniens donc. Mais vous voyez bien que, et je pense qu'il faut recontextualiser les choses pour mieux comprendre effectivement le prisme de lecture de Netanyahou. Vous avez évoqué tout à l'heure effectivement cette résolution qui finalement répond quelque part aux exigences de Netanyahou, à savoir le retour des otages. Mais il en fait fi, Netanyahou. Netanyahou, ce n'est pas sa première priorité, le retour des otages. Aujourd'hui, il est dans une dynamique de roue libre, et qui plus est cautionnée par les États-Unis, donc il ne va pas faire volte-face, il ne va pas faire un rétropédalage, il ne va pas, entre parenthèses, pour lui, céder ou rétrocéder des acquis, puisque aujourd'hui, il voit bien Gaza comme un butin de guerre. J'irai plus loin. Smotrich, ministre extrémiste, voit Gaza comme un butin immobilier, de promotion immobilière avec les Américains. Donc la fameuse Riviera de la Méditerranée. Donc vous voyez bien qu'effectivement, nous n'avons pas les mêmes éléments de langage, nous n'avons pas les mêmes mécanismes, notamment pour instaurer cette solution politique. Et j'irai plus loin encore, Madame Léna Guertal. Vous savez, je reviens il y a 41 ans, en 1984. Un certain Benjamin Netanyahu, qui était à l'époque ambassadeur au sein de l'ONU, ambassadeur permanent qui représentait l'entité sioniste au sein du Conseil de sécurité, oui, et qui avait une discussion dans les couloirs effectivement du Conseil de sécurité avec un certain rabbin Lubavitch. Lubavitch, c'est effectivement la référence des Haredim, la référence des extrémistes idéologiques notamment et messianiques. Qu'avait-il demandé à l'époque?
que vous ne faisiez pas assez pour le retour du Messie. Vous voyez, on est dans une espèce de dimension prophétique, une dimension messianique extrémiste qui exclut tout processus politique ou tout processus ne serait-ce que rationnel pour pouvoir mettre en place un caractère ou un contexte effectivement de discussion respectueuse, mutuelle, mais surtout une discussion qui va in fine vers une solution politique, à savoir la solution des deux États. Et d'ailleurs, Netanyahou n'a pas daigné de le dire à la veille effectivement d'entrer à Gaza que cette solution est exclue du calendrier de Netanyahou. Donc vous voyez bien que la paix fait peur à Netanyahou, la paix fait peur à l'entité sioniste, et c'est pourquoi il s'attelle à phagocyter, à saboter tout processus de paix. Et je pense que l'attaque et la violation de la souveraineté du Qatar en est la forte preuve. Oui, c'est vrai, il faut le dire, hein, il faut le dire comme ça parce qu'on le sent finalement que tout arrêt des hostilités pourrait être vraiment préjudiciable, voire même fatal pour ce gouvernement de Netanyahou, composé dans sa grande majorité de sanguinaires qui ont les mains entachées de sang. Brigitte Jeannot, alors Washington finalement a fini par bloquer pour la 6e fois ce texte donc pour arrêter l'agression contre Gaza. C'est un aveu d'échec. Aujourd'hui, nous assistons vraiment à un échec face à ce qu'on pourrait appeler ce grand mur qui s'appelle l'entité sioniste, aidé bien sûr par les États-Unis. Alors, ce veto est l'illustration, une fois de plus, du dysfonctionnement de l'ONU. Comment est-il encore possible en 2025 de permettre à 5 membres sur 193 d'avoir ce pouvoir de s'opposer à des décisions qui sont dans leur très très grande majorité voulues par les autres États de l'ONU et qui sont l'application la plus basique du droit international et du droit international humanitaire. Il est absolument urgent de réformer l'ONU pour au moins empêcher les 5 États du Conseil, les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, d'utiliser leur veto, notamment lorsque les droits humanitaires sont en cause, comme une situation que nous rencontrons actuellement à Gaza et en Palestine en général. C'est totalement hallucinant que les États-Unis et les autres membres permanents du Conseil de sécurité aient ce pouvoir. Cela ne correspond plus à rien. Et là, il y a vraiment urgence pour rendre effectif le droit international. Nissa, finalement, avec ce veto, le 6e du genre, qui encore une fois n'a pas abouti, alors on se pose quand même la question, pourquoi avons-nous eu recours encore à ce vote en sachant pertinemment quels en seraient justement l'épilogue? Non, je pense qu'il est, je dirais, plus que important, une exigence même diplomatique de continuer à soulever l'attention d'abord de l'opinion publique, puisque l'opinion publique aujourd'hui contribue énormément dans le changement des paradigmes et surtout de la dynamique, notamment où on voit bien que l'entité sioniste est de plus en plus isolée dans le monde. On a vu récemment la posture de l'Espagne, de l'Irlande et d'autres pays occidentaux qui jusque-là voyaient dans le principe de la protection et le droit de défense de l'entité sioniste comme un alibi. Aujourd'hui, il n'en est plus question de le brandir comme un argument, plutôt comme aujourd'hui une entité sioniste qui est prête à tout pour effectivement marcher sur les corps d'humains avant qu'ils soient palestiniens pour arriver à leur fin, à savoir ce grand Israël. Donc, effectivement, la question se pose aujourd'hui sur, en revanche, ça a été dit par la réforme d'un Conseil de sécurité qui finalement est juste une caisse de résonance, notamment de résolution. Toujours est-il, il faut continuer à persévérer, comme le fait l'Algérie, vent debout au sein du Conseil de sécurité, mais sur d'autres aussi aspects, notamment au sein de l'Union africaine, au sein de tous les organes, notamment institutionnels internationaux. Et permettez-moi de dire, au-delà de la réforme, quel est l'enseignement aujourd'hui de ce veto, cet énième veto, ou ce 3e échec, qui pour moi est un 3e fiasco? C'est quoi? C'est qu'effectivement l'action au sein de l'ONU est une action finalement affaiblie, une action impuissante, une action inaudible. Ce qui pousse effectivement vers des actions hors ONU. Je m'explique. Hors ONU, ça veut dire des sanctions, des pressions unilatérales. Nous l'avons vu à travers plusieurs pays qui ont
interdit leur espace aérien, qui ont interdit justement l'arrivée des mandats d'arrêt, notamment qui émanent par la CPI contre Smotrich, contre Ben Gvir, contre Netanyahou, et qui ont également été plus loin sur des actions économiques, notamment, j'insiste aussi sur l'Union européenne, qui est en phase de discuter sur les taxes supplémentaires sur les produits sionistes des territoires occupés. Donc vous voyez bien qu'effectivement, les lignes bougent, pas suffisamment, sauf que le temps nous fait défaut aujourd'hui, puisque au moment où nous sommes en train de tergiverser au sein du Conseil de sécurité, au moment où nous sommes en train de poser des conditions sur l'inconditionnel, à savoir dans un monde idéal, nous ne pouvons pas évoquer ou tergiverser sur un aspect qui est celui du cessez-le-feu permanent, celui qui est lancer une bouée de sauvetage à un peuple déjà démuni, un peuple fragilisé, un peuple qui subit un génocide caractérisé. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a un équilibre à trouver, il y a une variable d'ajustement à dessiner, à structurer. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie, avec ses alliés, en portant ce type de texte, continue continue surtout à acculer l'entité sioniste et ses soutiens notamment indéfectibles comme les États-Unis qui aujourd'hui, Washington, rappelons-le, se trouve isolé y compris avec ses alliés traditionnels, notamment du monde arabe, isolé effectivement avec une posture incompréhensible et jusqu'au boutiste, voire même suicidaire politiquement et diplomatiquement, qui consiste effectivement à déséquilibrer le Sud qui voit au sein de ce Conseil de sécurité qui finalement traite d'une dimension, je dirais, variable et une géométrie variable notamment des questions du Sud et des questions du Nord, notamment de l'Occident. Nous avons avec l'Ukraine, effectivement, il y a un fossé abyssal en matière de traitement et qui voit aussi également que finalement, je dirais, les dynamiques de groupe, les dynamiques notamment du Sud global, feraient mieux effectivement d'accentuer leurs actions et c'est à quoi nous assistons notamment avec l'Algérie comme locomotive, que ce soit au sein de l'Union africaine, que ce soit même l'espace arabe, l'espace musulman qui, encore une fois, aujourd'hui, le divorce commence à se consommer avec, y compris les États-Unis, à laquelle on voit effectivement que c'est un acteur, je dirais, qui va à contresens, de l'humanisme et de l'humanité, mais à contresens aussi du principe même de la diplomatie. Et je conclurai là-dessus, Mme Helena Gertal, vous savez, l'immunité politique ne peut justifier l'impunité juridique. Donc je pense que l'entité sioniste aujourd'hui plus que jamais est isolée diplomatiquement, et cela ne serait-ce que constitue une victoire phénoménale diplomatiquement, à défaut peut-être militairement, puisqu'effectivement nous faisons face à une guerre asymétrique, une guerre d'une armée régulière, la plus puissante quasiment du monde, contre des civils, et je ne dirais pas contre une résistance, puisque la résistance, tant bien que mal, essaye de garder effectivement non pas la parole des Gazaouis ou la dignité des Gazaouis, mais plutôt la dignité du monde arabe et des musulmans en se tenant rond debout comme un rempart contre effectivement le plan ou le projet du Grand Israël. Oui, c'est vrai, contre une population complètement désarmée. Il n'y a pas réellement une guerre à Gaza, il y a carrément une guerre contre Gaza. Brigitte Jeannot, alors le veto américain, c'est aussi, si vous voulez, la carte blanche pour tuer encore pour Israël, parce qu'on estime que le boulot n'est pas tout à fait accompli. Donc il faut aller jusqu'au bout, c'est ça, parce qu'on ne peut pas le comprendre autrement. Oui. Bah oui, puisque le projet, de toute façon, c'est de déporter le maximum de Palestiniens, c'est d'effacer la population palestinienne et c'est d'aller jusqu'au bout eh bien, du génocide actuellement en cours. Et d'ailleurs, je précise qu'il y a de plus en plus de personnes, d'institutions, d'associations, d'ONG qui acceptent cette qualification de génocide qui devrait eh bien, là aussi, faire bouger les lignes, comme il a été indiqué tout à l'heure, parce que cela suppose, de la part des États signataires de la Convention de 1948, eh bien, de prendre des mesures effectives pour protéger le peuple palestinien. Parce que vraiment, c'est absolument insupportable de voir que cette Convention de 1948, qui prévoit une obligation de prévention et de prendre des mesures pour tous les États membres de l'ONU et signataires de cette convention. Et pour l'instant, eh bien, la mesure n'est pas prise pour arrêter les massacres en cours et surtout la déportation, la volonté de déporter le peuple palestinien, parce que non seulement il y a Gaza, mais il y a également la Cisjordanie, où la situation est absolument terrible également pour les Palestiniens. Il y a une chose que je voulais souligner,
C'est le fait que ce projet de résolution a été présenté, le veto a été présenté hier, 18 mars 2025, et c'était en fait la date anniversaire de la résolution du 18 septembre, pardon, c'est pas mars, c'est septembre, 18 septembre 2024, qui exigeait d'Israël d'appliquer l'avis de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024, avec cette obligation de libérer les territoires occupés et d'arrêter la colonisation et l'occupation. Et il y a quand même un symbole très fort qui consiste pour les États-Unis à piétiner, mais aux yeux de tout le monde, du monde entier, eh bien, les résolutions qui sont prises par l'ONU, puisque c'était vraiment une date anniversaire importante, le 18 septembre 2025, et on voit quel résultat on a eu hier avec une nouvelle fois le droit international qui est bafoué et qui n'est pas appliqué. Vous faites très bien de le dire parce que justement, on se pose la question que finalement ce veto, Badis Nissa, c'est aussi un échec humanitaire parce que la question a été posée finalement. Elle a été posée à l'ambassadrice danoise, Christina Marcus Leisen, à qui on a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi le reste du Conseil s'est-il lancé dans cette nouvelle tentative en sachant pertinemment que cette tentative était vouée à l'échec. Je reprends un petit peu son récit. Le message que le Conseil, parce qu'il fallait absolument envoyer le message que le Conseil de sécurité ne tourne pas le dos à des civils qui meurent de faim et l'exigence d'un cessez-le-feu. Cela veut dire que finalement, Badis Nissa, cet énième échec, parce que c'est comme ça qu'il faut le qualifier, n'a fait que dévoiler, une fois de plus, que si la guerre se poursuit aujourd'hui contre les Razaouis, c'est pas parce que l'entité sioniste ne veut pas arrêter, c'est parce que les États-Unis n'ont pas décidé que le moment d'arrêter était venu. Tout à fait, vous faites bien de le dire. Et d'ailleurs, cela nourrit un principe, une perception devenue universelle. Savoir le multilatéralisme, aujourd'hui, est paralysé par les intérêts particuliers, par les intérêts étroits des États. Et nous le voyons aujourd'hui. Vous avez évoqué effectivement les droits humanistes, qui sont des droits universels, à savoir vivre en paix, vivre indépendant, vivre tout simplement, survivre. J'ai envie de vous dire pour le cas de Gaza et des peuples de Gaza. Et voyez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur un principe fondamental et cardinal qui est celui de la vie d'autrui, de la vie de l'humain. Donc vous voyez bien qu'effectivement, c'est très pernicieux arriver à ce stade, alors qu'à titre d'exemple, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le double standard, notamment en matière de traitement des causes du Sud et des causes du Nord avec l'Ukraine, on voit effectivement que les États se démènent, les États créent des dynamiques notamment, les États débloquent des financements pour effectivement mettre un terme au conflit de l'Ukraine et de la Russie. Donc vous voyez bien qu'effectivement, cela contribue à une espèce d'injustice morale d'abord. Que la moralité aujourd'hui, c'est que nous faisons face, non pas à un Conseil de sécurité amorphe, comme je disais tout à l'heure, un Conseil de sécurité qui est devenu impuissant malgré effectivement les tentatives. Il faut rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, 14 sur 15 ont voté effectivement pour cette résolution. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est le principe d'injustice en matière de décision mondiale. Même si on a un consensus mondial, nous l'avons vu aujourd'hui à travers cette résolution, nous voyons bien qu'effectivement, elle est affaiblie, elle est anéantie, elle est annihilée par une injustice qui est plus attrait à de la structure administrative à réformer, effectivement, et on l'entend, et aujourd'hui, ça devient plus qu'une exigence et une obligation morale, puisque aujourd'hui, voyons qu'effectivement, que Gaza a mis à nu cette injustice. Le génocide qui se trame aujourd'hui à Gaza a mis aussi en exergue la nécessité de réformer structurellement cette instance qui est censée, encore une fois, être le garant de la paix, le garant de la stabilité mondiale et surtout le garant de la vie des humains, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas et on est carrément aux antipodes. En revanche, peut-être je conclurai là-dessus, c'est que les États ont compris, que ce soit du Sud global, les États aussi du Nord, aujourd'hui, il y a beaucoup d'accointances, beaucoup de collusion, notamment en matière de dynamique
cause palestinienne en tant que dimension humaniste et humanitaire et non pas forcément en tant que dimension politique. Et c'est ça ce que les États-Unis, c'est ça ce que l'entité sioniste a du mal à comprendre. Donc l'humain fait front commun aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. L'opinion publique et les sociétés civiles respectives de ces mêmes États parfois même contribuent à faire bouger les lignes et les dynamiques, notamment politiques de leurs propres États. Donc vous voyez bien qu'effectivement, encore une fois, pas le fruit de l'isolement, que ce soit des États-Unis, que ce soit de l'entité sioniste, feront que tôt ou tard, la solution à deux États sera au cœur de l'action politique, notamment du Conseil de sécurité, mais de tous les organes crédibles et légitimes, en allant de l'Union africaine, en passant par le Sud global, par effectivement toutes les instances légitimes et internationales qui pourraient effectivement faire pencher la balance, mais surtout, avant toute chose, continuer à maintenir la pression sur cette entité voyue. Merci beaucoup, Monsieur Badis Nissa. Je rappelle que vous êtes analyste des questions politiques. Merci également à Brigitte Jeannot, avocate au barreau de Nancy, mais également membre de l'AFPS, l'Association de France-Palestine Solidarité à Nancy. Je vous remercie également à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres, ou vous retrouverez plutôt l'échiquier international avec d'autres sujets. Au revoir.